Dans ce troisième épisode, j'ai décidé de donner la parole aux aidants des entrepreneurs en difficulté à travers le témoignage de Philippe Pourquet, présidente de l'association 60 000 rebonds. On parlera des moyens d'accompagnement des entrepreneurs après la liquidation judiciaire de leur entreprise, des principaux défis auxquels ils sont confrontés, des stigmates qui restent encore associés à l'échec entrepreneurial et des actions qui sont menées pour faire changer ce regard. Bonjour Philippe, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour l'enregistrement de ce troisième épisode de Les Vivaces. Et j'imagine que tu dois être un peu overbooké avec toutes les casquettes que tu as, et notamment celle de président de l'association 60 000 rebonds, qui est à ma connaissance l'organisation majeure, principale en France en termes d'accompagnement, d'aide bénévole d'un entrepreneur pour lui permettre de rebondir après la perte de son entreprise. Oui, bonjour Marguerite. Oui, tu as bien résumé. Effectivement, mon activité est assez dense. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais je trouvais l'idée de faire un podcast avec toi dans le cadre de ton projet Les Vivaces assez intéressant parce que le podcast, c'est aussi un moyen de communiquer différemment, je trouve. Et si on peut passer, moi ce qui m'importe, c'est de pouvoir toucher les entrepreneurs, leur passer un certain nombre de messages de ce qu'on vit, nous, chez 60 000 rebonds au quotidien. Et si on peut le faire à travers le podcast, c'est formidable. Donc j'ai pris un peu de temps sur mon agenda pour ce moment avec toi. Merci Philippe. Peut-être avant de commencer cette interview et ces échanges sur l'échec entrepreneurial et 60 000 rebonds, j'aime bien demander à mes invités de nous raconter leur parcours, d'où ils viennent. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton cheminement vers la présidence de 60 000 rebonds et ce qui t'a conduit à agir dans le domaine qu'est l'échec entrepreneurial? Alors on dispose de combien de temps? Non, je fais une... Parce que ça peut être... Tu peux prendre le temps qu'il faut. Bon. En fait, ce qui au départ est là, pour moi, ce qui explique après ce cheminement vers la présidence, ça a été le fait que j'ai été toujours admiratif et aux côtés des entrepreneurs dans mon parcours professionnel. Moi, j'ai une formation expert comptable, commissaire aux comptes, et au départ, je pensais m'installer à mon compte, je pensais créer mon cabinet, et autres. Puis les chemins de la vie professionnelle m'ont orienté différemment, puisque le cabinet dans lequel j'étais pour faire mon stage à l'époque a été racheté par un grand cabinet. Je me suis retrouvé du jour au lendemain dans une très grande structure. Et j'ai eu la chance, dans cette très grande structure, de pouvoir participer à des projets, et ces projets m'ont amené aux côtés des entrepreneurs. Je m'explique, au départ j'ai commencé à Paris, bien évidemment, dans cette grande structure, et puis à l'époque, cette structure a décidé d'ouvrir des bureaux en province, on disait à l'époque, en région maintenant. Et ça m'a tout de suite intéressé, parce que là ça allait toucher une clientèle un peu différente de la clientèle qu'on pouvait avoir à Paris. Une clientèle pas de TPE ou de PME, plutôt de TI ou de belles entreprises régionales, mais ça allait me permettre d'être en contact direct à la fois avec des entrepreneurs, puis d'autre part avec un projet de développement d'une structure localement dans un territoire. Et c'est ça qui a fait que je suis arrivé à Nantes, et là j'ai eu un parcours effectivement très très intéressant, un développement vitesse grand V du cabinet dans tous les domaines et de contact avec beaucoup d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont rencontré le succès, mais aussi des entrepreneurs qui ont rencontré les difficultés. Et vraiment la conception que moi j'avais de mon métier, qui était plutôt commissaire aux comptes, c'était vraiment d'être un peu pas le confident parce que c'est compliqué, mais proche des dirigeants dont je devais, entre guillemets, signer les comptes, parce que j'étais, entre guillemets, quelqu'un de confiance auprès duquel ils pouvaient quand même me dire beaucoup de choses. Et c'est toute cette conception que j'ai eue de ce métier qui, un jour, m'a amené à croiser Philippe Rambaud, le fondateur de 60 000 rebonds,
Et Philippe Rambaud avait créé à l'époque 60 000 rebonds à Bordeaux. On est plus tard, on est dans les années, on est en 2012 exactement. Il avait créé en 2012 et Philippe, je l'avais croisé parce qu'il avait une grande envie, c'est d'essaimer, de développer 60 000 rebonds partout en France. En fait, c'était intéressant, il avait fait une sorte de laboratoire à Bordeaux pour tester comment on pouvait accompagner les entrepreneurs après la liquidation de leur entreprise. Lui-même avait connu la liquidation et il s'était dit, il n'existe rien, tu en parlais tout à l'heure, il n'existe rien, quasiment rien pour accompagner les entrepreneurs après une liquidation. Et Philippe s'était dit, il faut créer quelque chose pour aider, pour accompagner ces entrepreneurs. Il l'avait créé à Bordeaux et il voulait essaimer un peu partout en France. Et donc dans le cabinet dans lequel j'étais, on était implanté un peu partout en province, dans toutes les grandes villes de province. Et moi j'ai vu tout de suite une capacité qu'on avait à se connecter avec lui, partager beaucoup de choses sur la façon de se déployer, les valeurs qui animaient 60 000 rebonds. Et donc j'ai essayé au sein du cabinet dans lequel j'étais de porter la voix de Philippe Rambaud pour que notre cabinet, dans le cadre d'un mécénat de compétences, pas financier, mais accompagne, en mobilisant tous nos collaborateurs dans toutes les régions, le déploiement de 60 000 rebonds un peu partout en France. Quand j'ai quitté en 2016 le cabinet dans lequel j'étais, parce que ce cabinet fait qu'on part très tôt à la retraite, je devais avoir 62 ans à l'époque, et Philippe et puis son successeur pressenti m'ont approché en me disant « Écoute Philippe, tu vas avoir du temps comme souvent », mais en fait c'était pas le cas parce que j'avais recréé quand même un cabinet, j'avais recréé une activité, donc j'étais reparti sur autre chose. Mais tu vas avoir du temps et ça serait super que tu puisses donner un peu de ce temps, maintenant que tu nous connais bien, puisque ça fait 4 ans que tu nous aides à créer ce maillage territorial, que tu nous accompagnes pour un peu plus entrer dans le développement futur de 60 000 rebonds. Alors, à la présidence, j'y suis arrivé un peu par un fait extrêmement dramatique qui a fait que le président de l'association, Guillaume, est décédé dans une avalanche. Il adorait faire du ski de haute montagne, c'était vraiment sa passion. Et malheureusement, une avalanche l'a emporté en mars 2023. Et un peu naturellement, on s'est tourné vers moi, puisque j'avais cette connaissance assez ancienne de l'association. Depuis 2012, j'étais quand même impliqué, plus ou moins, puis après beaucoup plus. Et puis, chercher quelqu'un extérieur était plus compliqué. Donc, cette connaissance intime que j'avais de l'association était assez précieuse dans une période comme celle-là pour continuer le chemin qui avait été tracé par Guillaume et continuer le déploiement de 60 000 rebonds sur les territoires et accompagner un plus grand nombre d'entrepreneurs. Donc, voilà un parcours qui a été résumé parce qu'il est très très long, comme je te disais tout à l'heure, on aurait pu y passer les 45 minutes. Mais je crois que ce qui caractérise, il y a 2 choses qui caractérisent pour moi ce qui s'est passé là, c'est vraiment mon souhait le plus profond d'aider et d'être aux côtés des entrepreneurs. Même si je n'ai pas été entrepreneur moi-même, on peut dire il a été un peu intrapreneur, il a créé sa boîte et autres, mais je n'ai pas vécu la même dose de risque que celle que peuvent prendre certains entrepreneurs quand ils créent une entreprise. Mais je les ai toujours admirés, je les ai toujours côtoyés, beaucoup de respect pour eux et de pouvoir là contribuer encore à les accompagner comme je disais souvent, je les ai plutôt accompagner dans des bons moments, mais les accompagner dans des moins bons moments, c'était pour moi important. Et puis la deuxième chose aussi pour moi qui m'a fortement animé pour prendre cet engagement, c'est que je suis quelqu'un qui... comment dire, l'injustice me révolte. L'injustice me révolte et le fait qu'on ait un regard stigmatisant sur ceux qui ont échoué, ça me révolte. Sachant qu'ils ont pris des risques, qu'ils ont, dans certains cas, créé des emplois, même si après, malheureusement, ils ont dû mais ils étaient dans une logique d'assurer un développement économique, pas uniquement une logique de
de s'enrichir ou autre. Souvent, on a des images de patrons qui ne sont pas les bonnes. Il faut regarder les 3 ou 4 millions de TPE, PME. Ces personnes-là ont vraiment une volonté de faire vivre une équipe, de faire vivre des familles, de développer un projet. Et je trouvais très injuste, mais vraiment très injuste, quand ils échouaient, qu'on les stigmatise et qu'ils soient mis au banc de la société ou regardés avec un regard qui est loin d'être bienveillant. Et donc ça, ces sujets-là étaient importants pour moi. Voilà. Et je trouve ça très intéressant, effectivement, la stigmatisation dont tu parles à l'instant, et on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous parler concrètement de 60 000 rebonds ? Quelle est votre organisation ? Alors, tu nous disais que vous êtes déployés dans une dizaine de régions en France. Combien de bénévoles à peu près vous avez ? Combien de bénéficiaires vous accompagnez ? Alors, on a plus de 64 antennes. C'est-à-dire que chaque association crée des antennes dans ses départements ou dans les départements de sa région pour être au plus... Ce qui est très important, c'est d'être au plus près des entrepreneurs qu'on souhaite accompagner. Parce qu'il y a un point qui est très important, c'est comment on fait pour que cette barrière psychologique qui existe après l'échec, qui freine les entrepreneurs ou les bloque pour aller demander de l'aide, parce que c'est pas dans leur gène, c'est pas dans leur nature. Comment on fait pour que cette barrière psychologique là, elle tombe, et quand d'une certaine façon, ils décident de taper à la porte de 60 000 rebonds. Ça, c'est fondamental. Et alors, la proximité, déjà, c'est un élément pour faire tomber cette barrière. Parce que si tu as 250 bornes à faire, souvent ils n'ont plus la bagnole, ils n'ont plus rien. Donc tu compliques considérablement la situation. Donc ça, c'est l'essaimage. Alors pour accompagner combien d'entrepreneurs ? L'année dernière, avec l'ensemble du dispositif, on a accompagné un peu plus de 1000 entrepreneurs. Ça, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est beaucoup parce que ça mobilise pour accompagner 1020 entrepreneurs, 1650 bénévoles. Notre dispositif, on y reviendra, nécessite un accompagnement assez rapproché par des bénévoles. Donc on a beaucoup de bénévoles par rapport au nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne. Alors ils rebondissent comment ces entrepreneurs ? Alors déjà on a un taux de rebond par rapport aux entrepreneurs qui rentrent dans l'association qui est de l'ordre de 85%. C'est-à-dire que sur 100 entrepreneurs qui rentrent, 85 rebondissent. On perd la trace de 10-15% qui décident de faire autre chose ou de quitter le programme parce qu'ils ont eu un rebond et ils estiment qu'ils n'ont plus besoin du programme. On peut le concevoir, mais ce sur quoi on fait très attention, c'est que quand ils rentrent dans l'association, les entrepreneurs qu'on accompagne, on a un entretien avec eux. Nous, on va mobiliser, comme je te le disais, des bénévoles pour les aider et les accompagner. Et eux, il faut aussi qu'ils s'engagent par rapport au programme. Donc on s'assure là, à la fois qu'ils ont conscience que c'est un vrai engagement, puis aussi qu'on ait la bonne association pour les accompagner. Parce que parfois, ils peuvent être en très très grande détresse psychologique, voire même avec des idées noires. Et là, nous, on les envoie vers APESA ou vers d'autres structures qui sont spécialisées là-dedans. Ce serait dangereux. Voilà. Et ça, on en reparlera effectivement des effets et des autres associations. Pour revenir à ce que tu disais à l'instant, tu disais donc 1000 entrepreneurs accompagnés, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est vrai que moi, quand j'y pense, je sais qu'en France, en moyenne, on a à peu près 50 000 entreprises défaillantes. Sur ces 50 000, on a 70% de procédures de liquidation judiciaire. Donc, est-ce que ce ratio qui est assez faible, il vient du fait que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs qui toquent à votre porte ou est-ce que c'est un manque de connaissance des entrepreneurs de votre association ? Là-dessus, je te réponds très directement. On fait en sorte, nous, d'être en capacité de pouvoir accueillir les entrepreneurs qui taperaient à notre porte. Donc c'est et quand parfois on est un peu juste parce qu'on n'a pas le coach qui est juste à côté, on peut faire un peu de coaching à distance pendant un moment pour trouver le coach qui va bien. Donc c'est pas parce que on n'aurait pas les moyens entre guillemets d'accompagner plus d'entrepreneurs qu'on reste à 1000. Je crois que le deuxième élément, c'est peut-être parce qu'on a encore à être
plus connue. Je rejoins ce que tu disais, tu as tout à fait raison, même si on travaille beaucoup sur cette communication, tous canaux confondus, pour vraiment toucher les entrepreneurs. Et puis, je pense qu'il y a encore ce frein, cette barrière, ce regard que porte l'entrepreneur sur son échec. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, en disant j'ai échoué donc je suis un nul. Et s'il dit ça, c'est parce que l'environnement lui laisse penser qu'on pense ça. C'est ça qui est très fort et qui fait que taper à la porte même d'une structure d'accompagnement comme la nôtre, il s'en sent pas soit capable, soit légitime, soit voilà, il y a beaucoup de freins psychologiques. Donc donc c'est à mon avis ces deux éléments, la méconnaissance de l'existence de 60 000 rebonds qui, je pense encore malheureusement existe, et puis le frein psychologique lié et pour ça il faut aussi que les réseaux d'entrepreneurs ils jouent le jeu, mais tu vois on s'apercevait la chose suivante. On avait été voir des réseaux d'entrepreneurs, Réseau Entreprendre ou des clubs d'entreprise et autres pour présenter 60 000 rebonds devant tous les entrepreneurs composant le club. C'est super. Et quand on présente, c'est souvent des entrepreneurs qu'on a accompagnés qui viennent présenter. Il y a vraiment beaucoup de choses qui passent, de l'émotion. Tout le monde dit vraiment c'est super. Et le jour où si jamais dans notre réseau quelqu'un malheureusement met la clé sous la porte, eh bien on vous l'adressera. Puis qu'est-ce qu'on constatait ? Il se passait pas grand-chose. Et on s'est dit mais c'est pas possible. On est sortis, on était tous sur un petit nuage, on a tous dit il faut qu'on aide 60 000 rebonds, les gens du réseau, les entrepreneurs qu'on voyait, tout le monde était convaincu. En fait, on a analysé ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand un entrepreneur du réseau en question dépose le bilan, il ne va plus aux réunions du réseau, il ne paye plus sa cotisation souvent dans le réseau. Donc lui-même s'en exclut de lui-même. Il ne va plus. Donc ils en perdent, pour beaucoup, ils en perdent la trace. Deuxièmement, le réseau lui-même, même si ils sont souvent soucieux de ce qui se passe, pourquoi on ne voit plus machin et autres, ils sont parfois gênés pour appeler l'entrepreneur. Comment l'aborder ? Tu sais, c'est aussi, peut-être la comparaison est peut-être un peu grossière, mais c'est quand tu rencontres quelqu'un qui t'annonce qu'il a une maladie très très grave, qu'est-ce que tu lui dis, quoi ? Tu sais pas trop quoi lui dire. Ouais. Tu n'as pas forcément bon courage. Oui, d'accord. Tu n'as pas forcément les mots pour faire en sorte que... Et donc, les entrepreneurs de ces réseaux, ils savaient que X ou Y avait déposé. Mais de là à prendre le téléphone et lui dire hey, « je t'appelle, je voudrais te dire ça, et puis voilà, ceci, cela », ils ne savaient pas le faire. Donc on a réfléchi à ça. Donc tu vois, il y avait de part et d'autre, avec toute la bonne volonté de départ qui existait, de part et d'autre, on se séparait. Et finalement, l'entrepreneur se retrouvait tout seul. Donc on a à certains endroits, on pilote ce qu'on appelle des vigies. On les a pas appelés des sentinelles parce que ça rappelait APESA et le fondateur Marc Billier n'aurait pas été content qu'on utilise ce terme. On les a appelés des vigies, c'est-à-dire des membres de ces réseaux, soit conformes, qui nous connaissent mieux. On va les former aux éléments de langage, on va les former pour être en capacité, s'ils détectent au sein de leur réseau quelqu'un qui a dû liquider, de pouvoir l'appeler. Et pas l'appeler uniquement pour 60 000 rebonds, mais aussi de l'appeler pour APESA si besoin, pour l'appeler. C'est-à-dire rompre le silence qui se produit. Et l'isolement qui est en train de... l'isolement, tu vois ce que je veux dire ? Ces vigies, voilà, on les anime, on les fait rencontrer très souvent des personnes de 60 000. Parfois, ils sont aussi bénévoles chez 60 000. Et donc voilà, mais on fait en pilote ça pour voir comment ça permet d'enclencher. Parce que, tu vois, comme on dit souvent, le diable est dans les détails. Voilà. Et c'est vrai qu'on en revient effectivement à cette question de stigmatisation que tu évoquais au début de notre entretien. Et c'est vraiment cette stigmatisation sociale. Et c'est aussi l'échec entrepreneurial, comment il est vécu de manière individuelle, c'est-à-dire comme un traumatisme, comme une source de culpabilité. Et quelque chose, en fait, naît comme ça aussi de ce regard collectif. Moi, je vois dans ma pratique, socialement, beaucoup de personnes considèrent qu'une liquidation judiciaire est due à la faute d'un dirigeant, une incompétence ou une mauvaise gestion.
Or, c'est pas du tout le cas. Moi, mes dossiers, c'est vraiment des liquidations judiciaires qui interviennent pour des raisons plutôt exogènes. Ça va être la suite d'événements qui vont conduire à une situation financière obérée. Ça va être la guerre en Ukraine qui va conduire à des ruptures d'approvisionnement, la crise du Covid. Bien sûr. Et là-dessus, on travaille beaucoup quand ils arrivent chez 60 000, parce que ça rejoint ce que tu dis. Très souvent, quand ils arrivent... alors, il y a les deux postures chez les dirigeants qui rentrent chez 60 000. Il y a soit une posture de déni. Alors, ça peut arriver en disant « tout ce qui m'est arrivé, c'est de la faute de la terre entière », je ne vais pas te citer, mais c'est la faute de la terre entière, voilà. Ou soit au contraire, comme tu dis, dans une posture de culpabilité extrême, j'ai tout mal fait, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, mais bon, voilà. Et le travail que va faire le coach, puisque quand on arrive chez 60 000, on va te permettre d'être avec 2 bénévoles. Donc on crée un trinôme. Donc l'entrepreneur qu'on accompagne, un coach et un parrain et une marraine. Ou une marraine. Et le parrain-marraine, c'est un chef d'entreprise en activité ou un jeune retraité. D'accord. Et chacun a un rôle bien particulier dans ce trinôme. Le coach, comme on dit à l'instant, il va travailler déjà sur une première chose, c'est rétablir la confiance en soi. Parce que très souvent... tu veux, on parle des 3D ou des 5D, donc dépôt de bilan, dépression, divorce, déménagement, et parfois c'est le décès, mais on ne le souhaite pas. Mais donc on va travailler sur retrouver confiance en soi, retrouver l'estime de soi. Ne pas considérer que le regard de l'autre, il est forcément stigmatisant. Parce qu'il y a ça aussi. Parfois il l'est, on est d'accord, il n'y a pas de débat. Mais parfois il ne l'est pas, mais on voit tout noir quand on est dans cette situation-là. Donc le coach va travailler pendant 7 séances d'1 heure, 1 heure et demie, qui sont gratuites, sur ça, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et ensuite il va enchaîner sur un deuxième sujet qui est fondamental et qui rejoint ce qu'on se disait à l'instant. Il va permettre à l'entrepreneur de voir quelle a été sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé, mais ne prendre que sa part de responsabilité. Pas prendre toute la part ou pas aucune, de bien mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné par rapport à lui et ce qui était exogène et qui malheureusement a entraîné la chute de... Pourquoi on fait ça ? C'est pas par masochisme, loin s'en faut. C'est parce que quand on fait ça, quand l'entrepreneur, à titre individuel, comme personnellement, on fait ce travail-là, ça évite qu'après, on recommette les mêmes erreurs. À partir du moment où on a pointé du doigt ce qui n'avait pas bien fonctionné, parce qu'on n'avait pas fait ceci, parce que sa personnalité ne poussait pas tellement, la partie finance, ça ne m'intéressait pas, j'étais que sur le commercial, ok, on l'entend, mais ça va permettre dans le nouveau projet de dire, ok, je sais que la partie finance, c'est pas mon fort, je vais m'entourer de quelqu'un qui sur cette partie-là prendra en charge le projet. Donc ça c'est un élément essentiel pour solidifier le projet futur. Si on ne fait pas ce travail-là, cet apprentissage de l'expérience que constitue l'échec, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, on a une grande probabilité de reprendre un mur dedans. Alors que le parrain ou la marraine, chef d'entreprise, comme tu disais, en activité, cette personne-là, elle va travailler sur un autre registre, totalement différent, elle va travailler sur le projet. Parce qu'une fois qu'on a rétabli le socle personnel, la confiance en soi, on peut commencer à parler du projet. Trop souvent, les entrepreneurs qui arrivent, ils veulent tout de suite rebondir. Alors, certains me disent, oui, mais Philippe, t'es marrant quand tu dis ça, il y a un problème alimentaire. Et c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas trop se permettre de dire je vais attendre 3 mois avant d'avoir reposé mon socle personnel et puis de pouvoir décider vers quoi j'ai envie de faire. J'ai besoin de remplir le frigo. Et il faut ça. Alors ce que l'on fait chez 60 000, on aide, on mobilise l'ensemble des bénévoles qui sont dans l'association pour trouver des jobs relais. On les appelle jobs relais.
c'est plutôt des jobs alimentaires, faut appeler un chat, qui permettent à l'entrepreneur à la fois d'avoir une ressource, parce que souvent ils sont au RSA, et en plus si le conjoint ou la conjointe travaillait dans l'entreprise, là c'est double peine, Oui. donc c'est extrêmement compliqué. Donc de retrouver un job, de reconstituer des droits et aussi au-delà de remplir le frigo, qui est fondamental, mais aussi d'avoir de nouveau un rythme de vie professionnel, qui est fondamental aussi pour le rebond. Parce que de rester sur son canapé à se morfondre, et parfois ça arrive à certains, ils nous le disent, mais c'est la pire des choses pour pouvoir réamorcer la pompe et repartir. Voilà. Et donc le parrain et la marraine, quand ils arrivent, eux, le socle personnel est reconstitué, et là on va commencer à dire... Ils vont pas faire à la place de l'entrepreneur. D'abord, l'entrepreneur, il ne veut pas qu'on fasse à sa place, ça c'est évident, mais ils vont challenger le projet. C'est-à-dire que l'entrepreneur va leur parler de son projet, qui peut être un rebond salarial ou un rebond entrepreneurial, et ils vont poser des questions un peu, ils vont jouer un rôle de mentor. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as un plan B si ce truc-là ne marche pas? Ils vont challenger, le faire vraiment sortir de sa zone de confort pour qu'il se pose les bonnes questions. Mais en aucun cas. Alors dans certains cas, ils peuvent l'aider à retrouver du réseau. Tiens, si tu as besoin de ça, je peux te mettre en contact avec telle personne, parce que souvent ils ont perdu leur réseau, ou ils s'en sont coupés, comme on disait tout à l'heure en parlant du réseau d'entrepreneurs. Mais ils ne l'ont plus, puis ils n'ont pas envie d'aller revoir le même réseau qu'avant. Donc on va leur permettre aussi, par des contacts, par des liens, de retrouver un nouveau réseau et de les aider à structurer leur projet professionnel. Ça, c'est vraiment l'individuel. Donc un coach, un parrain, une marque. Ça, c'est vraiment l'accompagnement individuel. D'accord. Puis parallèlement, on a un accompagnement collectif. Alors ça, c'est des réunions mensuelles où on réunit les entrepreneurs que nous accompagnons et on réunit également les parrains et les coachs en réunion plénière, si je puis dire. Et là, on va faire deux choses pour simplifier. Premièrement, un tour de table de la météo des entrepreneurs. Pourquoi on fait ça? Pour voir comment le collectif peut se mobiliser sur un sujet qui ressort de cette météo. Je vais te donner un exemple. La fois dernière, dans une réunion mensuelle, un des entrepreneurs accompagnés nous dit je suis bien embêté, la météo, il y a plutôt des nuages, parce que dans le cadre de ma liquidation, avec l'accord du liquidateur, j'ai pu récupérer un stock qui était machin, mais je ne sais pas où le mettre, je ne sais pas où le stocker. J'ai plus d'hangar, j'ai plus rien. Et bien là, immédiatement, tu as autour de la table des chefs d'entreprise qui disent j'ai un vieil hangar, tu peux le mettre là en attendant, et ceci et cela. Donc, tu vois, là, il y a un collectif qui se mobilise immédiatement pour l'entrepreneur et l'aider à trouver une solution. Une co-reconstruction, voilà. un co-développement. Voilà. Oui, ça me fait penser effectivement à la communauté finalement. C'est comment créer une communauté qui entoure finalement l'entrepreneur qui à la base était plutôt dans une période d'isolement et comment recréer du collectif qui va lui permettre de... C'est tout à fait ça. Souvent, moi, j'emploie ces expressions-là quand j'interviens. Je parle des familles. On a les familles des coachs, les familles des entrepreneurs qu'on accompagne, la famille des parrains, des marraines. C'est ça. Il y a ce sentiment d'entrer dans une communauté, dans une famille, avec tout le côté bienveillance qu'il y a dans la famille. On n'est pas dans le jugement. C'est ce que nous disent tous les entrepreneurs qu'on accompagne. Voilà, j'ai pu parler dans ma météo de ce qui m'arrivait, de la caution qui était appelée, tout ça. Il n'y avait pas des gens qui me disaient mais pourquoi tu as signé cette caution? Qu'est-ce que c'est? Non. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Après, on trouve les solutions. Il y a la caution, il faut y faire face, il faut trouver un moratoire, il faut se rapprocher de la banque, il faut voir comment... On va t'aider là-dessus, parce qu'il faut gérer aussi... Ce qui est important de bien intégrer, et nous, on s'en rend compte, c'est que la personne rentre à un instant T, elle peut être accompagnée pendant 24 mois. Donc c'est une période relativement longue. Et parfois, ça dure moins longtemps, mais pendant cette période-là, il va se passer plein de choses. Le couple peut très bien, comme on le disait tout à l'heure, se séparer. Et ça, c'est un gros choc supplémentaire. Et on sait très bien que quand le couple tient, c'est un élément pour nous extrêmement fort pour favoriser le rebond. C'est clair. Mais quand le couple se sépare, c'est extrêmement difficile. Il y a ce qu'on évoquait à l'instant, l'appel des cautions. Oui. Très souvent. Et d'ailleurs, je me demande si justement, parce que
quand s'ensuit une liquidation judiciaire, il y a tout un aspect technique, juridique. Oui. Est-ce que vous, 60 000 rebonds, vous avez effectivement des connaissances juridiques, des juristes en tant que bénévoles qui peuvent accompagner l'entrepreneur dans la procédure de liquidation judiciaire, les rendez-vous avec le liquidateur, avec le juge commissaire, etc. Alors, ça c'est la troisième famille, je t'ai parlé des coachs, des parrains-marraines, il y a une troisième famille, il y a 4 familles en tout, donc il y a une troisième famille, ce sont les experts. Donc on a des experts dans différents domaines, et dans le domaine juridique on en a, ce sont des avocats, souvent des avocats spécialisés en procédure collective, qui bénévolement acceptent de donner des conseils ponctuels à nos entrepreneurs par rapport à la situation qu'ils rencontrent. Alors, on a des experts aussi sur la communication, sur le marketing, parce qu'ils aident aussi sur le rebond et sur le projet. Puis la 4e catégorie, ce sont ce que j'appelle les ambassadeurs, mais c'est pas moi qui les appelle, ils sont appelés comme ça, les ambassadeurs du rebond. C'est des entrepreneurs qui ont été accompagnés par l'association, qui ont envie de redonner, et ils redonnent de 2 façons, par des témoignages, eux, ce qu'ils ont vécu, et aussi de leur rebond. Parce que, voilà, c'est de montrer, et ça c'est un élément fort pour changer le regard sur l'échec. C'est de montrer qu'après l'échec, il y a un rebond, et que quand on a tiré les enseignements, tous les enseignements de son échec, on repart sur des projets qui sont très intéressants. Donc ils vont témoigner là-dessus, et témoigner de façon positive, c'est pas négatif, comme trop souvent on dit, oui, vous allez faire témoigner un entrepreneur, mais ça va plomber l'ambiance. Mais non, ça va pas plomber l'ambiance, vous verrez, au contraire, ça va redonner énormément d'espoir, énormément de positif dans ça. Je comprends alors que 60 000 rebonds est très complexe et il y a une foultitude de personnalités qui agissent pour le rebond. Et on en parlait tout à l'heure, 60 000 rebonds intègrent un réseau d'autres associations qui complexifient, qui amènent de la complémentarité plutôt à aider l'entrepreneur face à l'échec. Oui. Tu m'arrêtes si je me trompe, on a donc le portail du rebond avec 60 000 rebonds et 3 autres associations. Donc on a recréé l'Observatoire à Maroc et Second Souffle. C'est ça. Qui agissent donc à des niveaux différents, à des temporalités différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Avec grand plaisir. Alors, le portail du rebond, c'est intéressant parce que ce portail du rebond, il a été créé en 2013-2014. En fait, on s'aperçoit, quand on regarde les choses, c'est qu'après la crise de 2008, c'est là qu'il y a eu ce pic aussi de défaillance d'entreprise, où on est passé au-delà de 60 000 quelques années plus tard. Et après la crise de 2008, il y a beaucoup d'associations qui sont créées, quand on regarde Second Souffle ou d'autres, elles se sont créées dans ces périodes-là pour accompagner les entrepreneurs. Et à un moment, en 2012-2013, la ministre de l'époque, Fleur Pellerin, a dit, écoutez, il y a beaucoup d'associations qui existent, moi je pense qu'il y a 2 choses importantes. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse essayer de trouver un point d'entrée unique pour orienter l'entrepreneur vers la bonne association. Et puis deuxièmement, quand moi je discute avec toutes ces associations, moi ministère, j'aimerais bien avoir un interlocuteur plutôt que d'en avoir plusieurs. Et c'est ça qui a poussé à l'époque la création ce qu'on appelle un GIA, un groupement d'intérêt associatif, qui regroupe, comme tu l'as dit, ces 4 associations. Alors ces 4 associations, qui sont les 4 membres, effectivement, elles constituent une vraie chaîne de valeur, une vraie chaîne aussi de solidarité. C'est une chaîne de valeur, une chaîne de solidarité qui, je dirais, peut accompagner l'entrepreneur du début de ses difficultés jusqu'à son rebond, et en intégrant aussi le volet santé. Alors je m'explique, Second Souffle, c'est plutôt l'avant, on rebondit avec son entreprise, et pour 60 000 rebonds, on a perdu son entreprise et on rebondit après avoir perdu son entreprise. Recréer, eux, sont plutôt pour aider ponctuellement, notamment par téléphone, mais pas que, un entrepreneur qui se pose des questions à la fois sur les procédures collectives ou les procédures amiables. Et puis à Maroc, l'Observatoire à Maroc, qui très tôt, comme le dit Olivier Torres, le fondateur d'Amaroc, c'est un PMI, c'est-à-dire très, très rapidement, il s'est intéressé à la PME ou à la TPE. Et il s'est intéressé à cette PME, à cette TPE, non pas sous l'angle économique, développement et autres, mais sous l'angle santé du dirigeant. Donc il a une expérience, une expertise
de ce sujet de la santé du dirigeant et de l'accompagnement, puisqu'il y a un certain nombre de psychologues qui font partie d'Amaroc, pour pouvoir aider aussi, par des entretiens téléphoniques, les entrepreneurs qui rencontrent des périodes de grande fatigue, de burn-out, on pourrait dire, ou autres, qui sont dans ces phases où, comme le dit Olivier, je vais reprendre son terme, ils ont oublié que le premier actif immatériel de l'entreprise, c'est la santé du dirigeant. Et que s'ils ne prennent pas soin de leur santé, eh bien ça a des conséquences, ou ça peut avoir des conséquences sur l'entreprise. Donc voilà, donc le portail c'est ça, mais le portail finalement a 4 membres, un point d'entrée unique, comme on le disait avec le ministère, ce qu'il voulait, c'est un point d'entrée, mais qui oriente vers 4 membres. Donc on pouvait dire c'est un peu court. Donc on a élargi considérablement le champ, on est en train de l'élargir. J'occupe le rôle de secrétaire général, c'est un nom pompeux, mais j'anime ce portail, j'essaye d'animer ce portail, et on a décidé d'y adjoindre des partenaires. Donc on a rentré en tant que partenaires, donc, vers lesquels on peut orienter aussi les entrepreneurs, la médiation des entreprises, la médiation du crédit. On a rentré récemment Crésus, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais Crésus c'est plutôt une association qui traite du surendettement, mais surendettement on pourrait dire personnel, mais quand on est indépendant, les liens entre l'endettement personnel et professionnel, c'est complexe, donc ça peut... On a récemment également Initiative France qui est rentré, c'est un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, c'est aussi un point important pour aider au rebond, mais c'est aussi un point important parce que dans ce réseau, il peut y avoir des entrepreneurs qui peuvent avoir besoin de second souffle, qui peuvent avoir besoin de 60 000, et donc ça crée du lien qui est très très important. On a rentré, on va l'officialiser, le réseau Entreprendre. Voilà. On a rentré aussi une autre association que je ne connaissais pas, c'est notre ami Olivier Torres qui nous l'a fait connaître en tant que partenaire, c'est la fédération CARE, C-A-I-R-E. Cette fédération CARE, cette fédération s'est occupée via ces associations des dirigeants qui rencontrent une affection, une maladie longue durée. Parce qu'il faut, là, ce qu'on évoquait tout à l'heure, un dirigeant qui a une entreprise de 3-4 personnes, si malheureusement il a une maladie qui nécessite des traitements lourds et autres, comment la boîte va continuer ? Alors parfois il a un collaborateur dans l'entreprise qui peut faire pendant quelques mois la jonction pour permettre à ce que l'entreprise puisse continuer de fonctionner, mais parfois c'est pas le cas. Donc il faut trouver des moyens, des solutions pour que l'entreprise n'aille pas au tapis parce que le dirigeant malheureusement il est sur le flanc. Donc CARE s'occupe de ces situations-là. Et en t'écoutant d'ailleurs, c'est une question comme ça qui me vient, c'est que je comprends effectivement que vous avez plein d'associations et que toutes ces associations tendent à répondre aux multiples problématiques d'un entrepreneur face à l'échec. Est-ce que selon toi, il y a une problématique qui n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui, une association qui n'existe pas ? Est-ce qu'il y a une limite ? C'est une très bonne question, parce qu'elle m'embarrasse. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, en tant qu'avocate, je suis toujours amenée à me poser des questions sur mon métier, à essayer de réinventer ma pratique, à essayer de moderniser en fonction de mon expérience. Et est-ce que toi, dans ton expérience, tu te rends compte que parfois il y a une limite dans l'accompagnement de l'entrepreneur ? Moi, je pense qu'il y a des choses qui manquent. Alors, c'est pas vraiment sur l'associatif. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui seraient intéressantes de mettre en place. Par exemple, de créer un vrai fonds du rebond, tu vois. Un fonds du rebond qui serait dédié, donc ce fonds, pour investir dans des projets de rebond. Parce que je m'aperçois que souvent dans les entrepreneurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure que parmi les entrepreneurs, il y a 85, 90 suivant les années qui rebondissent grâce à 60 000, mais dans ceux qui rebondissent, il y en a 70% actuellement, 65-70% qui rebondissent dans le salariat et les 30-35% dans l'entrepreneuriat. Et ce qui bloque le plus souvent le rebond dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité, on ne parle pas de lever des sommes énormes, mais la capacité à obtenir des financements, à obtenir la capacité à lever des fonds, parce que là, il y a le regard forcément qui est là
de la personne qui a déjà connu une liquidation. Oui, et c'est vrai que, alors en France, on a un système de cotation Banque de France et on a une dégradation de la cotation Banque de France quand on a une procédure de liquidation judiciaire. Exact. Par contre, en ce qui concerne le dirigeant, il y a plusieurs quand même conditions avant d'avoir une dégradation de sa note, notamment le fait d'avoir connu 3 liquidations judiciaires en l'espace de 5 ans. Ça va être, effectivement, ça va impacter directement la note du dirigeant. Avant ça, normalement, la note du dirigeant est neutre. Mais pour autant, et je suis d'accord avec toi, même si effectivement il n'y a pas une dégradation de la note, dans les faits, les banques sont au courant des problématiques et des liquidations judiciaires et ont un regard qui est assez pessimiste sur la délivrance de fonds nouveaux. Voilà. Alors là-dessus, on travaille beaucoup. Nous, 60 000 rebonds, comme on dit, on ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot. On travaille beaucoup avec les banques pour contribuer à faire changer ce regard du banquier sur le parcours d'un entrepreneur qui malheureusement a connu plusieurs échecs ou plusieurs expériences malheureuses. Je trouve que c'est ultra pertinent et d'autant plus en comparaison aux États-Unis où on voit bien que l'idéologie face à l'échec est totalement différente qu'en France, puisque aux États-Unis on a ce qu'on appelle le fail fast, un entrepreneur qui échoue doit échouer rapidement et rééchouer parce qu'il apprend de ses échecs. Et finalement, un financier, un banquier aux États-Unis aura plus confiance dans un entrepreneur qui a déjà échoué, qui a déjà fait l'objet de liquidation judiciaire, qu'un primo-entrepreneur. Bien sûr. Je peux te raconter une autre anecdote qui était racontée par Philippe Rambaud. Philippe Rambaud, quand il avait son entreprise, il nous disait à un moment, j'ai voulu m'implanter aux États-Unis, je suis allé aux États-Unis, donc j'ai rencontré aux États-Unis des banquiers ou des fonds d'investissement. Et la première chose qu'ils m'ont demandé dans les entretiens que j'avais avec eux, combien de boîtes vous avez eu? Est-ce que vous avez eu des échecs? Et vous avez dit, moi, en bon français, je leur répondais, non, c'est ma première expérience et je n'ai jamais connu l'échec. Je pensais que c'était la bonne réponse. Et finalement, ils lui ont dit, écoutez, ils n'ont pas dit comme ça, mais acquérez un peu plus d'expérience et puis vous viendrez nous voir et là, voilà. C'est exactement ça. C'est vrai que les entrepreneurs aux États-Unis arborent fièrement leur échec comme une blessure de guerre, comme un guerrier combatif. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Fleur Pellerin, parce que tout à l'heure, tu en parlais aussi, et ça vient en lien avec cette vision-là. C'est qu'à l'époque où elle était ministre, justement, elle avait commandé une étude sur le temps de rémission d'un entrepreneur après l'échec. Et malheureusement, la France est arrivée dernier de l'Europe, puisque normalement, selon ce rapport qui a été émis en 2016, la France, c'était à peu près 9 ans en moyenne pour se remettre d'un échec. D'accord. L'Allemagne 6 et le Danemark 1 an. 1 an. D'accord. Alors, est-ce que ça te parle, ce délai? Est-ce que 9 ans pour toi, ça te paraît énorme? Ça me paraît énorme. Effectivement, ça me paraît énorme. Nous, ce que nous disent les entrepreneurs qu'on accompagne, mais c'est du déclaratif, pas du scientifique. Pour ça, il faudrait lancer un grand sondage beaucoup plus important. Mais les entrepreneurs qu'on accompagne nous disent tous, et rebondissent en moyenne, ça dépend. Si c'est un rebond salarial, ça peut être 8-10 mois. Et si c'est un rebond entrepreneurial, c'est 14-16 mois. Et ils nous disent tous, grâce à 60 000 rebonds, j'ai gagné 1 année par rapport à mon rebond. Donc ça veut dire que s'ils n'avaient pas été accompagnés, pour l'entrepreneurial, ils auraient presque mis 2 ans. Tu vois, je suis plutôt sur ça. Après 9 ans, peut-être. Attention, tout dépend ce qu'on parle de rebond. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot rebond? Et ça, c'est très intéressant. En tout cas, c'est un enseignement nous, souvent, on dit, il a rebondi, ça veut dire qu'il a trouvé un emploi. Pour un rebond entrepreneurial, s'il se met en auto-entrepreneur ou autre, c'est quand il refait du chiffre d'affaires et qu'on estime que le projet, avec son chiffre d'affaires, permet d'assurer ça. Mais est-ce que c'est avoir rebondi? C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'on s'aperçoit, et on le voit bien, nous, en discutant avec les ambassadeurs qui ont rebondi depuis un moment, mais on voit bien que
Pour eux, le fait de témoigner, de faire ce retour, c'est aussi un moyen de continuer à cicatriser cette plaie. Et là, on est 2 ou 3 ans après le rebond tel que nous on l'a qualifié, qui est un peu mécanique, technique. Le mécanisme total de rebond psychologique profond, il est parfois beaucoup plus long que le 1 ou 2 ans dont on parlait à l'instant. Et ça, vraiment, il faut l'avoir en tête. Je suis totalement d'accord avec ce rebond, cette qualification, et peut-être parler de la fin de ce traumatisme. Voilà, c'est ça. Quand je parlais de cicatrisation, c'est plutôt, tu as raison, la fin de ce traumatisme. Je partage ton propos, c'est plutôt ça qu'il faut se dire. Devant, je ne sais pas, mais elle peut être beaucoup plus longue. Et alors, comment on peut réduire ce délai entre l'échec et la fin du traumatisme? Ça m'amène à cette nouvelle question. On l'abordait tout à l'heure avant le podcast. Oui. Il n'y a pas longtemps, au mois d'avril dernier, le gouvernement s'est saisi de la question de l'échec entrepreneurial en France et a décidé de constituer un groupe de travail d'une 15aine de personnes sur l'échec entrepreneurial. Et ces personnes dont tu fais partie, Philippe, avec à tes côtés Hélène Bourboulou, qui est administrateur judiciaire, un sportif, je crois, oui, un entrepreneur. Il y a un entrepreneur, Eric Kaiser, il y a beaucoup de personnes dans ce groupe. Des personnes qui sont en rapport Bernard-Marie avec Augustin, qui est un chercheur, qui a fait des recherches sur l'échec et sur ces sujets-là. Alors, c'est vrai que ce groupe a été mis, comme tu l'as dit, a été mis en place à l'initiative d'Olivia Grégoire. Donc, c'est Hélène Bourboulou qui en est la présidente du groupe. On travaille sur deux registres, deux éléments. C'est comment favoriser le rebond entrepreneurial. Et deuxième registre, comment contribuer, j'emploie le terme, à changer le regard sur l'échec dans notre pays. Donc ça, c'est les 2 domaines dans lesquels on essaye avec le groupe. Alors, on a fait beaucoup d'auditions, on a eu tout un travail, on parlait de l'écosystème, de toutes les structures qui accompagnent les dirigeants, des difficultés et autres. Donc on a eu un très très gros travail, un peu d'audition et de... Il y a un point quand même sur lequel on s'en déflorait, le rapport. Alors il faut savoir, parce qu'on est quand même dans une période politique qui était un peu particulière, puisque Olivia Grégoire était ministre mais intérimaire en attendant que le nouvel gouvernement soit mis en place. Et très vite, tout le groupe et aussi les personnes du ministère qui étaient avec nous, on a dit non, on continue. Hors de question que le groupe s'arrête. Ce sujet, c'est un sujet de société. Peu importe, entre guillemets, la couleur politique, la nature du ministre ou du gouvernement, c'est un sujet pour notre société qui est fondamental. Donc il faut qu'on continue de travailler là-dessus. Donc on a continué de travailler. Même pendant l'été, on a eu des réunions au mois d'août et autres, donc on a continué de travailler là-dessus. Et on est sur le point, là, dans les quelques semaines qui viennent, de sortir le rapport. Sur comment changer le regard sur l'échec. Un vaste sujet. On est très clairement déjà reparti sur cet aspect enseignement-éducation. Intégrer des modules ou des récits sur des parcours d'entrepreneurs, sur des échecs, faire comprendre philosophiquement ce qu'est l'échec. Mettre un genou à terre, tomber, c'est pas une fatalité en soi. C'est pas quelque chose qui va te marquer à vie. Faut qu'on arrive à le faire comprendre, et plus vite on le fera comprendre, plus jeune on le fera comprendre, mieux ce sera. Faire toucher du doigt ce qu'est un parcours d'entrepreneur, fait de réussite, fait d'échec. Et ça, et de faire comprendre que cet échec, il résume pas la personne. L'échec ne résume pas la personne. L'échec, c'est un échec d'un projet, c'est un échec d'une entreprise à un moment. Certes, la personne a pu, par certains côtés, mais ça n'est pas... l'échec ne constitue pas en lui-même la personne. Et si on arrive à faire ça, donc on a des préconisations, sans déflorer le sujet, pour aller vers l'école sur ces questions-là, à certains côtés. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'en termes d'éducation, on est plus sur une problématique beaucoup plus profonde, c'est-à-dire, par exemple, quand je te disais au Danemark, le traumatisme dure seulement 1 an, c'est au Danemark, on a une éducation des enfants qui est clairement aux antipodes de la nôtre, et qui est effectivement le fait de
ne pas montrer du doigt un élève parce qu'il a eu des mauvaises notes, ne pas corriger en rouge, ne pas forcément avoir un système de notation 0 sur 20. Donc est-ce qu'on n'a pas finalement des grands progrès à faire? Il y a toute une refonte complète. Oui, mais là, honnêtement, dans le groupe, on n'est pas allé jusque-là, mais je partage totalement ton point. Il y a une refonte en profondeur du système éducatif et du système de mesure de la performance, si on peut dire, ou de la réussite scolaire, entre guillemets. Après, on a un autre point pour changer le regard sur l'échec. On serait assez partant de changer le vocabulaire qui est encore très stigmatisant, notamment dans tout ce qui est les procédures judiciaires, la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire. Donc on a réfléchi à des propositions d'utilisation et de changement de nom. Alors ça peut sembler... non, c'est pas si anodin que ça. C'est pas si anodin que ça, la faillite. Il y a encore le terme faillite personnelle. On avait supprimé la faillite pour les chefs d'entreprise. Mais voilà, il y a encore on a identifié toute une liste de vocables qui sont utilisés dans les procédures, dans les différentes procédures, qui pourraient être modifiés sans un dénaturel sens, mais en n'ayant pas une connotation négative. Tu vois ? Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Je trouve que le langage a un sens et en réalité, il peut restreindre complètement une pensée ou en tout cas la formater. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que George Orwell disait dans 1984 avec le novlangue. Oui. C'est comment finalement des mots peuvent avoir un impact négatif, en l'occurrence la faillite, le dépôt de bilan qui, pour le coup, occupe l'essentiel du débat public. Parce que moi, je vois très bien dans mes clients, mon entourage, quand on parle d'entreprise en difficulté, on ne parle que de dépôt de bilan ou de faillite. Ou de faillite, alors que il existe quand même beaucoup de procédures de pérennité de l'activité, de sauvegarde de l'emploi. Oui. Et c'est vrai que ce langage, pour moi, est parfaitement désuet et négatif. Et on a même des témoignages d'entrepreneurs qui nous disent « Mais en fait, j'ai peur de la liquidation judiciaire parce que j'ai peur d'être dépossédé, j'ai peur de l'échec individuel, de l'échec social, mais j'ai aussi peur tout simplement de ces mots que je ne saisis pas. » Bien sûr, et c'est aussi ce manque de compréhension t'as tout à fait raison, de l'entrepreneur. Tu te retrouves quand tu as déposé le bilan de ton entreprise après la cessation et que tu vas passer en audience, mais tu sais ça aussi bien que moi, même mieux, tu vas te retrouver devant des juges en noir, devant un procureur de la République. Et si tu n'es pas préparé à ça, là, tu as un choc d'un monde complètement nouveau et autre qui se produit. Donc on travaille sur ces mots, sur le fait de faire évoluer ces mots. Après, on pense qu'il y a un travail aussi plus grand public et on a eu l'idée, ou l'idée est ressortie des différentes consultations, de créer, comme ça existe dans d'autres pays, je crois que c'est la Finlande qui doit le faire, c'est encore un pays nordique, la journée du rebond. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, parce qu'on peut créer soi-même une journée de sur tel ou tel thème, mais bon, si c'est appuyé par les pouvoirs publics, ça nous semble quand même un peu plus fort, mais où on rassemblerait ce jour-là ou cette semaine-là un certain nombre d'événements, de témoignages, d'interventions dans les écoles, pour parler du rebond. Parler de l'échec, mais parler du rebond. Ça sanctuariserait un moment où on est sûr que ces sujets-là vont ressortir et on va communiquer dessus. Parce que ça aussi a un impact quand on fait ça sur les journalistes, sur la presse. Et je ne suis pas là pour incriminer la presse, mais c'est vrai que les dépôts de bilan, les faillites, mais les belles histoires de rebond, c'est parfois moins souvent mis en avant. Si justement il y a un événement national important, appuyé par le ministère, qui parle de ces questions-là, la presse pourrait s'emparer de ça et communiquer sur des belles histoires d'entrepreneurs en rebond, mais d'entrepreneurs qui nous ressemblent. Parce que c'est super quand on dit regarder Steve Jobs, oui d'accord, mais bon, Steve Jobs, ok. Ce qui est important, c'est que les rôles modèles ou les personnes qu'on met en avant, ce soient des personnes qui ressemblent à tous les entrepreneurs.
Parce que quand on dit telle personne, super, il a une super réussite, on ne s'identifie pas à ces personnes. Donc ce qui est important, c'est que les rôles modèles soient des rôles modèles de personnes qui ressemblent et qui montreront que, oui, effectivement, il a connu un échec, il a rebondi, il a recréé une boîte, c'est super et autres. Alors ce que j'ai demandé, moi, personnellement, mais le groupe a été d'accord, c'est que dans toutes ces propositions, que ce soit sur un côté ou de l'autre, sur le changement de regard ou sur le rebond, on les classe. On a essayé de voir ce qui était le plus important pour l'entrepreneur et peut-être le plus facile à mettre en place et dont on pouvait penser que par les entretiens qu'on avait eus, les partenaires ou les personnes qui étaient concernées allaient accepter de le mettre en place. On a identifié pour nous 4 ou 5 choses très importantes pour les entrepreneurs qui pourraient être assez facilement mises en place, même s'il y en a une quinzaine ou une vingtaine derrière, plus... Voilà. Mais c'est subjectif, je te le concède, mais je pense que c'était important pour savoir par où commencer, quoi. Tu vois ce que je veux dire, parce que là-dessus, il y a tellement de choses à faire. Bon, allez. Évidemment, non, mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette mesure, c'est ce côté participatif. Oui. Déjà, le fait que vous soyez 15 à travailler sur ce projet, et puis 15 d'horizons différents, ça c'est génial. Oui. Et au-delà de ça, c'est vrai que la contribution qui a été ouverte à ceux qui en avaient envie ou ceux qui ont été auditionnés, j'en parle personnellement. Non, parce que tu as été auditionné, voilà, je sais. Parce que j'ai eu la chance d'être auditionnée par votre groupe de travail et donc de moi-même faire part de mes mesures et de mes réflexions sur l'échec entrepreneurial. Et en fait, déjà et de une, je trouve ça génial. D'avoir ouvert le débat aux autres. Et c'est vrai que moi, quand j'ai reçu la nouvelle, j'avais eu le cœur battant toute la journée et j'ai bossé pendant 3 mois sur ce rapport parce que voilà, ça m'a permis de pouvoir dire au gouvernement ou à ce groupe qu'est-ce qui devait être changé. Et je me demande, est-ce que vous, en tant que participant de ce groupe de travail, est-ce que ça vous a permis aussi de découvrir d'autres choses sur l'échec entrepreneurial, vos échanges entre vous? Une bonne question. Deux choses. Ça nous a permis, nous, déjà de formaliser un peu mieux toute la matière qu'on avait sur ces sujets-là, tant sur le changement de regard sur l'échec que sur le rebond entrepreneurial. De récupérer toute la matière qu'on a via les entrepreneurs qu'on accompagne, qui nous remontent des freins, des blocages et autres, et toute cette expérience aussi qu'on a des témoignages de personnes qui nous disent voilà comment mon entourage, voilà comment le banquier ou comment X ou Y a regardé. Donc toute cette matière-là, on a pu, et ça a été un exercice. Quand tu dis, quand j'ai su qu'il y avait ce groupe, je me suis mis à travailler, nous on s'est mis pareil que toi à travailler sur récolter toute la matière, les données en fait. Toutes les données, tout. Donc déjà, ça nous a servi à ça. Aussi, comment dire, sur le changement de regard sur l'échec, parce que tu sais qu'on n'en a pas parlé, mais on a parlé de l'accompagnement chez 60 000 rebonds, mais Philippe Rambaud, quand il a créé 60 000 rebonds, je me souviens des discussions avec lui à l'époque, il avait souhaité mettre dans les statuts, dans l'acte fondateur de l'association, une finalité, en plus de l'objet social, une finalité qui était de contribuer à changer le regard sur l'échec. On est en 2012, donc il l'avait identifié, et donc moi, tu vois, et je me mets dans le coup, si je puis dire, pendant les périodes de 2012 à 2020, 2023, jusqu'à ce que je prenne la présidence, et moi avec les autres, on a beaucoup travaillé sur l'accompagnement. Et honnêtement, et je le dis très sincèrement, la partie contribuer à changer le regard sur l'échec, on l'a traité un peu en marge du reste. Notre priorité, et on peut le comprendre, c'était d'accompagner, et ça l'est toujours, d'accompagner le plus grand nombre d'entrepreneurs, pas les laisser franchement sur le bord du chemin. Mais moi j'ai souhaité, quand j'ai repris la présidence, dire il faut que maintenant on a atteint une certaine maturité sur l'accompagnement, il faut qu'on prenne en charge beaucoup plus ce sujet du changement de regard sur l'échec. Et là, j'ai eu l'opportunité, c'était même avant d'être nommé président, de créer alors c'est un nom un peu pompeux, mais de créer un think tank dans le Grand Ouest, à Nantes, avec des chefs d'entreprise
parce que c'est mon écosystème là-bas. Oui. Donc des chefs d'entreprise que soit j'avais rencontrés dans le cadre de ma présidence de 60 000 rebonds Grand Ouest, ou soit que je connaissais par rapport à mon passé professionnel, et qui avaient tous cette fibre de dire changer le regard sur l'échec, c'est développer l'esprit d'entreprendre. Parce que si on a moins peur d'échouer, on aura plus envie d'oser, on aura plus envie d'entreprendre. C'est aussi, pas seulement pour des futurs entrepreneurs, changer le regard sur l'échec, c'est aussi pour des salariés. Parce que si on veut développer, et ils le disent tous, l'esprit d'intrapreneur, de salariés qui prennent des initiatives, qui n'ont pas peur de les prendre, ben ils n'ont pas peur de les prendre parce qu'ils savent que s'ils se trompent, ou s'ils commettent une erreur, ou s'ils échouent dans l'initiative qui a été la leur, ils ne seront pas jugés par leur employeur. Bien sûr, s'ils échouent 3 fois de suite sur la même erreur, là, il y aura un sujet. Et donc, ces chefs d'entreprise m'ont tous dit, on a expérimenté ça dans nos boîtes, on a mis en place ce devoir d'oser, tu vois, j'emploie le terme, et ce devoir d'oser d'autant plus libéré qu'il n'y a pas la peur de la sanction, ou il n'y a pas la peur de l'échec ou du regard de l'échec là-dessus. Tu vois, j'avais des discussions avec Patricia Brochard de Sodebo, la présidente de Sodebo, et qui me disait que la pasta box, tu vois, ce truc-là, tu as dû certainement, c'est né d'un échec. C'est né d'un échec cuisant d'un produit qu'ils avaient décidé de faire avant, et qui a été planté dans les grandes largeurs, qui n'a pas eu de succès commercial. Mais ils ont pris le temps, sans jugement, pour les personnes qui portaient ce projet, de comprendre pourquoi le projet avait planté. Et de ça est née l'idée de créer la Pasta Box. Tu vois ? Et donc, tous ces chefs d'entreprise que j'ai réunis ou qui ont bien voulu participer à ce think tank sont en train de travailler, et ça c'est important, pour 60 000 rebonds, sur un ouvrage illustré, une BD, parce qu'on pense que c'est un bon moyen pour toucher le grand public sur ces questions-là, et qui va, cette BD, parler d'histoires d'entrepreneurs, mais pas que d'entrepreneurs, d'histoires d'échecs, avec des gens, certes pour certains célèbres, mais d'autres, comme je te disais, qui nous ressemblent, à toi, à moi, à ceux qui vont nous écouter, et par cette BD passer des messages sur justement ce que je viens de dire, ce formidable côté positif de ce changement de regard, de cette capacité à rebondir. Mais je te rejoins parfaitement sur l'idée effectivement de transmission et de témoignage. Et c'est vrai que, tu vois, moi, à travers ce podcast, j'ai envie de communiquer le témoignage d'entrepreneurs ou de personnes comme toi qui sont en lien avec l'échec entrepreneurial pour permettre finalement de dédramatiser l'échec entrepreneurial sans le banaliser. Mais voilà. Et c'est vrai que je trouve que les différents moyens, par exemple là à travers la parole, l'échange entre deux personnes, mais là tu l'évoquais, la BD, donc l'illustration d'une aventure et d'une expérience, ce côté, moi aussi je le développe à travers un fanzine pareil avec une collaboration des artistes qui viennent illustrer une aventure entrepreneuriale et un échec. Alors, il y a plus de juridique parce que le but, c'est aussi de vulgariser le droit. Bien sûr. Et de dire, ben voilà, il y a plusieurs types de procédures, de pérennité d'une activité, de sauvegarde de l'emploi. Et c'est pas, comme on le disait tout à l'heure, que le dépôt de bilan, que la faillite, mais il y a plein d'autres choses. Et je trouve ça bien, effectivement, qu'aujourd'hui, on travaille et on réfléchisse vraiment sur cette notion qu'est l'échec entrepreneurial et comment faire, quels sont nos moyens pour communiquer, informer, orienter et parler de ce que tu dis, créer, c'est oser, c'est risquer, c'est vivre. Et si vous avez, tu sais, je fais souvent, pas de moi, mais on fait souvent la comparaison avec le trapéziste. Tu sais, le trapéziste, quand il se jette pour aller attraper l'autre trapèze qui arrive en face, pendant un moment, il est dans le vide, il peut très bien ne pas attraper le trapèze en face. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un filet de sécurité en dessous. Et bien 60 000 rebonds, c'est le filet de sécurité du trapéziste. Voilà. Je trouve que c'est merveilleux comme image. Voilà. Donc, osez comme le trapéziste vous lancez, osez entreprendre votre vie
peut-être que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas ce pourquoi vous êtes fait, d'autres choses vous attirent et vous n'osez pas aller vers ces autres choses, vers une carrière artistique, vers plein de choses. Osez entreprendre ça et sachez que de toute façon, ces expériences-là enrichiront votre vie. Donc voilà. Merci Philippe, merci beaucoup pour merci Marguerite, c'était un plaisir. Très enrichissant. Merci, bye bye.